Nous avons tous vu des vidéos YouTube truquées et mises en scène comme nom d'utilisateur 666, qui étaient plutôt effrayantes à l'époque. Pendant cette période, il y a eu de nombreuses tentatives pour créer la vidéo la plus effrayante. A02, un média perdu, était une vidéo mise en ligne vers 2014-2015 considérée comme la plus effrayante sur YouTube. Bien que la vidéo soit actuellement perdue, je pense qu'il y a de fortes chances de la retrouver. Grâce à Wayback, nous pouvons trouver une chaîne YouTube nommée Mer 8538 qui a depuis été bannie et qui comptait 5 vidéos au total au moment de la capture. Ces vidéos n'avaient rien toujours qu'un seul mot dans leur titre, comme jouer, attendre, penser, punir et jouer 2, qui semblait être une suite à la première vidéo trouvée sur la chaîne. La chaîne comptait seulement 23 abonnés, les vidéos obtenant nettement plus de vues que cela, mais au final pas vraiment beaucoup. Jouer 2 avait le moins de vues, avec seulement 73 vues. Bien qu'il s'agisse d'un média perdu, la vidéo elle-même est restée disponible et en ligne pendant très longtemps. Donc, certains morceaux sont disponibles sur divers sites web. Notamment des sites web chinois comme Bilibili, l'équivalent de YouTube. Donc la chasse commence. Aux alentours du 31 décembre 2022 sur Bilibili, un utilisateur nommé Wax Dripping Bear Off, ce qui est probablement une erreur de traduction, a publié une image d'une poupée bébé avec le titre « Mer 8538 vidéos ». 2 autres images étaient jointes. L'une montrait une fille et l'autre semble aussi être une fille, mais elle paraît nettement plus effrayante. La dernière chose que l'auteur a écrite était 2 photos. Le tapis sur la photo avec la poupée est exactement le même que sur une autre image qui semblait être la miniature de Play02, donc cela semble lié. Nous savons aussi que Play02 a également été republié sur le site chinois X Bye Bye X, qui semble appartenir à Bilibili, ou du moins lui ressemble. Là-bas, nous pouvons trouver la vidéo suivante. Il est difficile d'être certain, mais la vidéo en question n'a probablement aucun lien avec celle que nous recherchons et semble être une vidéo générique. Cependant, il y a 2 choses intéressantes sur ce site web. Nous avons une autre image qui semble authentique et tirée de la vidéo mentionnée. C'est une personne qui tient un briquet. Du texte en mandarin accompagne cette image. La traduction est assez approximative, mais elle dit « de l'utilisateur YouTube Mer 8538 ». C'est juste une vidéo apparemment ordinaire qui avait à l'origine très peu de vues, mais pour une raison quelconque, elle a été incluse dans la vidéo d'horreur et a été comptabilisée dans les statistiques comme avant-dernière numéro 1 en nombre de vues. Néanmoins, grâce à cette statistique, les vues de la vidéo ont explosé. Postscriptum. En effet, aucun travail ne consiste à mordre un briquet. D'après ce que je comprends, la vidéo n'était pas très connue au début, donc elle avait très peu de vues. Mais après avoir été mentionnée quelque part dans des statistiques, probablement dans un classement des vidéos les plus effrayantes, elle a explosé et a accumulé beaucoup de vues. Il y avait un fil de discussion sur Nos Mystères d'Internet qui parlait aussi du sujet et ils ont également mentionné une vidéo de type classement ou score élevé de WatchData où ils ont inclus Play02 comme la vidéo la plus effrayante. Dans leur vidéo, on peut voir la même personne tenant le briquet. C'est donc bien une image tirée de la vidéo d'origine. Et WatchData ajoute également que l'utilisateur Mer 8538 donne au spectateur un avertissement sévère. Le pire est encore à venir, suggérant qu'un événement troublant est imminent après l'utilisation du briquet. Comment WatchData a-t-il pu trouver une vidéo aussi ancienne avec seulement 77 vues au moment où ils ont créé ce classement vidéo? Et pourquoi la chaîne a-t-elle été bannie ensuite? Gardez à l'esprit que WatchData a mis en ligne cette vidéo le 24 octobre 2022, soit plusieurs années après la publication originale de Play02. Dans les archives, la vidéo n'avait que 73 vues. Donc, en environ 7 ans, la vidéo n'a gagné que 4 vues. WatchData était l'une d'entre elles. En même temps, WatchData a inclus de nombreuses vidéos avec très peu de vues dans leur classement. Ils ont probablement fouillé de vieux forums où ce sujet était abordé pour créer leur liste. Donc, il est possible que WatchData ait encore la vidéo quelque part ou qu'ils sachent au moins comment la retrouver. Toutefois, hormis les éléments mentionnés, mes recherches n'ont pas révélé d'informations additionnelles. Selon l'utilisateur Reddit, ManiReflexion 3215, il affirme que cette image avec le briquet était la miniature de la vidéo. Une recherche d'image inversée ne donne aucun résultat. Actuellement, voici ce qu'il nous reste.
Quelques images qui peuvent ou non être liées à Play02 et une vidéo de WatchData où ils affirment que c'est la vidéo la plus effrayante sur YouTube, montrant ce qui semble être une miniature de Play02. Il va sans dire qu'il y a toujours la possibilité que ce soit un canular, donc je préfère le préciser. Je vous informerai si de nouveaux éléments surviennent. Sur le subreddit AskReddit, les questions posées sont généralement assez étranges, mais pas vraiment dérangeantes. Il y a 3 mois, un utilisateur désormais supprimé a demandé à ceux qui ont accidentellement tué quelqu'un qu'est-ce cela qui s'est mal passé. La publication a vite gagné en popularité avec 14 000 votes positifs et 5 500 commentaires. Impossible de vérifier la véracité des commentaires, donc c'est à vous de décider d'y croire ou non. J'ai sélectionné quelques articles intéressants et crédibles, dont un qui dit ceci. Mon père est chauffeur de camion poubelle dans une grande ville. Il y a quelques années, un homme sans abri mort et écrasé a été retrouvé à la décharge. Ils ont examiné les images des caméras et les tickets des camions entrant et sortant, et c'est finalement le camion de mon père qui avait déposé l'homme. Le gars dormait dans une benne à ordures. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, il y a une lame compacteuse à l'arrière de ces camions pour écraser les ordures et faire plus de place. Il n'avait aucune chance. La suivante concerne un intrus, lisant, un type complètement ivre et fou, a pénétré chez moi il y a plusieurs années. Il avait un couteau et me menaçait. Mon fils et moi étions seuls chez nous. J'ai entendu un bruit chez moi. J'ai pris la batte de baseball sous mon lit et suis allé vérifier, pensant que ce n'était sûrement rien. Le type s'est jeté sur moi en criant de façon incohérente. Par réflexe, je lui ai donné un coup de batte sur la tête. Je pense que l'adrénaline m'a fait frapper plus fort que je ne le pensais et le gars est tombé immédiatement. J'ai appelé le 911 et la police est arrivée vite, mais il était déjà parti. Crâne écrasé. Je fais encore assez souvent des cauchemars, mais je ne vois pas comment ça aurait pu finir autrement, sans que moi, et peut-être mon fils, soyons attaqués. Celle-ci est extrêmement triste et tragique. En lisant, cela est arrivé à mon oncle dans les années 70. Il rentrait du travail un soir pendant une tempête de neige et a tourné dans sa rue. Sa maison était derrière une colline. Il a grimpé la colline et en commençant à redescendre de l'autre côté, il a entendu des enfants crier. Les freins étaient inutiles. Il a renversé un enfant de 10 ans qui descendait la colline en luge au milieu de la route et l'a tué. C'était son voisin d'à côté. Aucune accusation n'a été retenue contre lui. Personne ne l'a poursuivi, l'accident étant de toute évidence imprévu. Même les parents de l'enfant lui ont dit que ce n'était pas sa faute. Cependant, mon oncle, âgé de 53 ans, vétéran de combat du corps des marines des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique, auparavant déterminé, lucide et non buveur, s'est détruit à l'alcool en moins d'1 an. Tragique sur toute la ligne. Dans la suivante, l'utilisateur décrit ce qui est arrivé à son père en lisant « Ce n'était pas moi. C'était mon père, peu avant ma naissance. Il était chauffeur de camion et un soir tard, alors qu'il faisait son trajet habituel entre Sydney et Brisbane, une voiture venant en sens inverse n'a pas réussi à prendre un virage. Le conducteur était proche de sa destination et avait probablement décidé de continuer à conduire malgré la fatigue. Mon père conduisait un camion de près de 80 tonnes à 100 km/h. Il ne pouvait rien faire. La voiture est passée sous l'avant du camion, tuant sur le coup le conducteur et son passager. Les 3 enfants du passager à l'arrière étaient coincés mais vivants, éveillés, et ils hurlaient. Au début des années 90, mon père a dû courir jusqu'à la maison la plus proche, chercher de l'aide. Arrivé à une ferme, il a demandé d'appeler les urgences. Il n'a pas osé retourner là où l'accident s'est produit. Les cris le hantèrent déjà. À partir de ce moment-là, mon père ne supportait plus le son des enfants qui pleuraient. Ça a brisé ma famille, les actes d'un idiot qui n'a pas voulu faire une foutue sieste. Mon père devait encore emprunter cet itinéraire plusieurs fois par semaine. Je me souviens de l'avoir vu serrer le volant très fort chaque fois qu'il approchait de ce virage. Je souhaite ajouter une ultime histoire. Un accident sportif est survenu. Lecture. C'était un accident de hockey quand j'avais 19 ans. J'ai 36 ans maintenant. J'ai tiré un slap bas, il y a eu une bataille devant le filet et mon ami de l'autre équipe a été poussé. Il est tombé et le palais l'a frappé à la tempe, brisant une grande partie de la structure. Il est mort plus tard à cause des fragments d'os dans son cerveau. J'ai arrêté de jouer longtemps après ça. Désormais, je joue dans la ligue masculine avec son numéro. De plus, je ne m'attendais pas à recevoir autant de commentaires et de messages privés. Il y a de nombreux points à aborder, ce qui rend la mémorisation ardue.
Des émotions sont remontées que je n'avais pas ressenties depuis presque 20 ans. Je suis vraiment reconnaissant pour tous ces messages. J'ai demandé qu'on montre ce genre d'amour en personne. Quand on lui a demandé comment il allait, il a répondu « Je vais mieux maintenant ». Après ça, j'ai arrêté le hockey de compétition. On voulait devenir pro tous les deux, mais après ça, j'ai arrêté, surtout sans lui. C'était un meilleur joueur et il m'a beaucoup aidé à progresser. C'est un sujet vraiment ancien, mais il est encore tellement vaste et complexe qu'aujourd'hui encore, des gens continuent d'y découvrir de nouvelles choses, et un spectateur me l'a aussi recommandé par email. Il y a aussi un lien assez récent sur Reddit avec ce sujet, ce qui est vraiment étrange. En 2006, la société internet America Online a publié un fichier texte compressé contenant 20 millions de requêtes de recherche pour plus de 650 000 utilisateurs. America Online affirme avoir partagé des données à des fins de recherche, mais après avoir réalisé que des informations personnelles étaient également incluses, l'entreprise a reconnu son erreur et supprimé le fichier. Mais sans surprise, il circulait déjà sur le web, rendant impossible sa suppression totale. Ils ont été poursuivis en justice et ont indemnisé les victimes suite à un accord. Alors que la majorité de ces recherches étaient ordinaires, certaines étaient vraiment troublantes. Notamment, une personne se faisait appeler 927. Sur America Online, les personnes utilisant le moteur de recherche se voyaient attribuer des numéros servant à les identifier et à les associer à leur compte et à leur historique de recherche. L'historique de recherche de 927 a été compilé par Business Insider, et même s'il est assez long et que je ne vais pas tout passer en revue, il est extrêmement troublant. Au début, il recherchait des paroles de chansons ou des fleurs, mais cela a vite pris une tournure sombre quand il s'est mis à chercher des informations sur la zoophilie. À côté, il y avait plusieurs URL, donc je dois les flouter au cas où ces sites web seraient encore actifs. Ils sont vite passés à du contenu hardcore forcé. J'utilise des mots différents, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il y avait encore des liens web à côté de ces requêtes de recherche, mais les sites ont été fermés ou revendus. D'autres requêtes de recherche comme Festival de testicules ou la mariée cadavérique pouvaient aussi être trouvées. Alors que cela était déjà assez fou, cela devient en fait encore pire avec la requête suivante. Récompense hentai enfant et hentai filia. Il y a aussi tellement de liens que je n'ai pas vérifié, mais j'imagine que les sites web ont soit été fermés, soit ils n'étaient pas liés. En plus de tes recherches, on trouve du contenu lié au bondage et discipline, domination et soumission, sadisme et masochisme aux gays, aux personnes trans et à Jeffree Star. Garde à l'esprit que tout cela s'est passé sur une période de 3 mois, donc cette personne était pratiquement tout le temps en ligne, consultant ces sites pour ce genre de contenu. Et les choses empirent encore plus tu fais défiler. Ici, ils recherchent une échographie d'une fille à 4 mois. Plus tard, ils recherchent une hentai d'inceste avec enfant. Il y a des moments où ils recherchent les mêmes choses encore et encore, et c'est essentiellement un mélange de tout. Bestialité, gore, child pornographie, bondage et discipline, domination et soumission, sadisme et masochisme, humiliation, etc. Vers la fin, ils recherchent aussi explicitement des jeux hentai child pornographie allant même jusqu'à chercher Cause Award. Je vais passer un peu, certaines choses ici sont trop extrêmes, je ne suis pas sûr de pouvoir les montrer ici, mais leur tout dernier site est littéralement un site appelé Traffic Marketplace, où ils recherchent constamment du child pornographie et des termes liés au viol. Espérons que ce n'est pas ce que je pense. Cela a attiré beaucoup d'attention lorsque c'était partagé, mais on ne connaissait rien sur cet utilisateur et le sujet était presque oublié. Mais soudain, quelque chose de fou s'est produit. Le lien de Business Insider a été partagé sur Reddit et quelqu'un sous ce post a commenté en affirmant qu'une personne s'était identifiée comme 927 et elle a déclaré qu'elle n'avait que 9 ans lorsqu'elle a effectué ses recherches. Après une recherche rapide sur Google, vous trouverez un post vieux de 6 ans sur le subreddit Confession. J'avais du mal à y croire. Cela reste très spéculatif et pourrait être faux, car aucune preuve ne vient étayer son histoire. Je trouvais important de le prendre en compte. Voici donc ce qu'elle disait. « Je suis l'utilisateur 927, ce n'est pas un post-troll. » Mon Dieu, je suis tellement foutrement embarrassé. Bonjour Edith. Je pense être l'utilisateur 927, mais je ne voulais pas le révéler. Quand je dis presque sûr, ça s'est passé lorsque j'avais 9 ans. J'ai cherché des trucs vraiment tordus. Aussi étrange que cela puisse paraître, à 9 ans, je cherchais vraiment ce genre de choses sans plaisanter. Nous, ma famille et moi, avions un ordinateur très dépassé avec America Online. Je suis vraiment désolé. Les choses que je recherchais à l'époque étaient principalement par pure curiosité, et je n'ai jamais agi ni même pensé à poursuivre 13. Vous pouvez aussi voir des choses très sensibles comme la sexualité.
Je suis sorti du placard en 2015. Pour ceux qui se demandent, je suis une femme. Je suis en thérapie et j'ai des médicaments et tout ça. Je ne suis absolument pas un troll. Je suis tellement embarrassé. Je ne suis ni un prédateur ni attiré par les animaux. J'ai une petite amie de 28 ans et j'ai rompu avec mon ex parce qu'il avait 6 mois de moins que moi. Je préfère les personnes plus âgées que moi, même d'1 an, pas plus jeunes. Je ne suis pas attiré par les animaux, mais j'aime quand même le bondage et discipline, domination et soumission, sadisme et masochisme, mon Dieu, j'ai l'air malade. Je te promets que ce n'est pas le cas. J'étais juste un gamin paumé. Dans les commentaires, elle mentionne une vidéo de Rainbot d'il y a 5 ans, qui l'a incité à publier ce post sur Reddit. Ils affirment aussi que malgré leur recherche de child pornographie par curiosité, ils n'en ont jamais trouvé. Elle a également affirmé qu'elle n'avait qu'environ 9 ans lorsqu'elle a recherché tout cela. Pour être honnête, si on regarde tout l'historique de recherche, cela ressemble vraiment à quelqu'un de plus jeune qui cherche parfois des choses au hasard, ce qui serait courant pour un enfant ou un adolescent. Mais la quantité impressionnante de recherches très détaillées et brutales est vraiment déconcertante. Je ne sais pas dans quelle mesure on peut justifier de rechercher ces choses en disant qu'on était simplement curieux. Selon moi, ces recherches sont trop spécifiques pour avoir été réalisées par un enfant de 9 ans vu leur nombre conséquent. Des trucs classiques avec du maïs. Le ferais-tu vraiment si jeune? Pour moi, ce n'est pas très convaincant. De plus, la dernière étude sur le marché du trafic est préoccupante. J'espère que ce n'était qu'un gamin provocateur qui faisait ces recherches. Cependant, sans preuve pour étayer sa version des faits, il est difficile de faire confiance à l'utilisatrice de Reddit. D'autres éléments intéressants ont été partagés sur America Online, je pourrais donc évoquer un autre utilisateur dans le prochain épisode. Dans cette partie, je vais parler d'un sujet qui devrait vous faire réagir de cette façon. C'est quoi ce bordel? Alors oui, voyons ça. Cette vidéo montre un mélange entre un animal et un humain. Cette chose est allongée sur un matelas dans une cage. La vidéo semble être en indonésien. La vidéo a été mise en ligne il y a 9 ans et n'a qu'environ 3000 vues. Cette vidéo, apparue d'abord sur Facebook, s'est vite propagée sur des forums religieux. L'affirmation ici est que cette femme a été punie par Dieu pour avoir manqué de respect à la religion et au Coran, même dans des vidéos datant d'il y a 12 ans. Ce n'était pas exclusif à l'islam. Les chrétiens publièrent des vidéos encore plus tôt. En voici une d'il y a 14 ans en affirmant que cette créature est l'Antéchrist et que c'est la preuve que l'enfer existe. Bien qu'il soit évident que ce n'est qu'un accessoire et que c'est faux, cela reste un exemple intéressant de l'une des premières e-trolls vidéo effrayantes en ligne. Théoriser sur les raisons de cette pensée et les origines de la vidéo est intéressant à examiner. Cette vidéo circulait peut-être déjà avant même l'existence des grands réseaux sociaux comme Facebook. La première publication, du moins sur YouTube, provient d'une chaîne nommée MG avec près d'1 million de vues. Les commentaires sont désactivés, mais le propriétaire de la chaîne a ajouté ceci dans la description. C'est une vidéo authentique capturée par l'un de mes amis dans un musée célèbre situé au Moyen-Orient. Une femme qui aimait beaucoup regarder des films, un jour, alors que sa mère récitait le Coran, lui a demandé d'éteindre la télévision. Mais au lieu d'obéir à l'ordre de sa mère, elle a pris une décision inhumaine, illégale et honteuse. De façon inattendue, elle a jeté le Coran et voyait comment elle allait être punie dans ce monde. Aussitôt, elle s'est métamorphosée en lézard. Je vous demande de ne pas mettre d'arnaque sur cette vidéo. En cas de désaccord, veuillez le garder pour vous. Les commentaires ne sont pas nécessaires. Cet incident s'est produit en Inde. Une jolie histoire inventée par ce gars, mais globalement, chaque personne qui a visionné cette vidéo en a sa propre interprétation.
Les Indonésiens affirment que cet individu est ce qu'ils appellent Krasu. C'est une créature légendaire, un esprit féminin nocturne issu du folklore d'Asie du Nord-Est. La tête est reliée aux organes internes. Une explication possible avancée est que la femme est devenue ainsi parce qu'elle a péché et que c'était sa forme de punition. C'est essentiellement ce que d'autres personnes croient aussi lorsqu'elles essaient d'expliquer la vidéo. Quant à l'origine de cette vidéo, je pense que les spectateurs pakistanais savent déjà de quoi il s'agit. C'est une attraction de zoo au Pakistan où une personne porte ce costume et joue aussi le rôle de 10 heures de bonne aventure en même temps. L'acteur se couvre le visage de maquillage complet, cache son corps dans le sol avec seulement sa tête qui dépasse. C'est tout, juste quelqu'un qui joue un rôle d'animal et de 10 heures de bonne aventure, rien de surnaturel. Cependant, l'époque était alors bien différente. Donc les gens étaient plus enclins à être moins sceptiques et à prendre ce genre de choses au pied de la lettre. Dans notre vaste univers en ligne où le contenu est des rois, James Stobie s'est taillé une niche unique. Connu pour sa chaîne YouTube Stobie le Vagabond, Stobie a gagné des abonnés en voyageant clandestinement sur des trains de marchandises à travers les États-Unis, sa vidéo la plus populaire étant celle où il se rend de l'Illinois à Toledo puis à Chicago. J'essaie d'aller à Détroit, mais c'est tellement idiot. Je me rends compte de l'absurdité totale de ce voyage. Genre, j'essaye d'y aller, c'est à environ 3 heures de route d'ici et ça va probablement me prendre quelques jours. C'est vraiment ridicule. Je pense que le train aurait peut-être été un meilleur choix, mais qui sait, mec, alors... Au pire, ça ira à Columbus ou peut-être que ça ira à Détroit. Il y a une bifurcation un peu plus loin à Fort Wayne, on verra bien ce qui se passe. Donc, c'est à peu près exactement le même paysage que ce qu'on voyait dans l'Illinois. Cela lui a valu un public fidèle, captivé par ses histoires, son mode de vie et le charisme qu'il dégageait à l'écran. James Stobie n'était pas simplement un autre youtubeur en quête de célébrité. C'était un explorateur né et élevé dans la banlieue du Maryland, il était instruit et avait un vif intérêt pour la géographie, ce qui annonçait peut-être ses futures activités. Avec une licence de l'Université du Maryland et des expériences précédentes professionnelles ultérieures, la vie de Stobie semblait suivre une trajectoire conventionnelle jusqu'à ce qu'il décide de renoncer à la voie attendue et de se lancer dans une vie d'aventure. Sa chaîne YouTube, lancée en 2012, servait de journal en ligne de ses voyages clandestins à travers l'Amérique. Pendant 5 ans, Stobie a parcouru le pays en train de marchandises, partageant ses expériences avec le monde entier. Son contenu ne portait pas seulement sur l'adrénaline du voyage, mais dressait aussi un tableau vivant du paysage américain, du réseau ferroviaire complexe et du mode de vie nomade qu'il menait. Le contenu de Stobie se démarquait par son authenticité et sa narration honnête, montrant plus que l'aspect aventureux du voyage en train clandestin. Il soulignait aussi les réalités difficiles et les dangers liés à cela. Malgré la nature périlleuse de ses voyages, son amour pour les rails et la liberté qu'il représentait étaient palpables. Grâce à ses vidéos, il a rassemblé une communauté de compagnons d'aventure, de passionnés de train et de voyageurs par procuration. Au-delà du frisson de l'aventure, Stobie était musicien et conteur, tissant des récits qui captivaient l'imagination de son public. Il avait le talent d'emmener les spectateurs dans son univers, leur donnant l'impression d'être à ses côtés, vivant avec lui les hauts et les bas de la vie en mouvement. Ses vidéos le présentaient souvent au piano, révélant sa personnalité multifacette et l'humain derrière le personnage. La nouvelle du décès de James Stobie à la fin de 2017 a été un moment sobre qui a résonné dans toute la communauté YouTube et au-delà. Stobie est décédé dans un accident en pratiquant l'activité qui incarnait son esprit aventureux. Sa disparition a été une perte tragique non seulement pour ses proches, mais aussi pour les innombrables abonnés inspirés par son courage, sa curiosité et sa passion inébranlable pour la vie. À la suite de sa mort, des hommages ont afflué du monde entier, témoignant de l'impact qu'il a eu sur des personnes de tous horizons. L'héritage de Stobie est une tapisserie complexe de liberté et de quête du bonheur selon ses propres termes. Cela sert de rappel poignant de la fragilité de la vie et de l'importance de poursuivre ses passions malgré les risques inhérents. Si vous cherchez quelque chose à regarder en rafale, cliquez ici pour découvrir une playlist des vidéos récentes.